Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière InnoVibes de l'année. Je m'appelle Cédric Luisier, je suis en charge de toute la partie communication et marketing à la Fondation d'IARC qui vous souhaite du coup la bienvenue et qui vous accueille aujourd'hui en ligne pour les personnes de toute la Suisse romande qui sont connectées. Vous n'avez malheureusement pas la chance de voir le beau temps qu'il fait à Sion aujourd'hui et bienvenue aussi aux nombreuses personnes qui sont en ligne ici à Energipolis. Comme d'habitude, je fais une petite présentation sur l'organisateur de cette conférence, qui est la Fondation DIARC. Vous avez ici ses missions, ce qu'elle fait un petit peu au quotidien. Je ne veux pas aller trop en détail. Le message clé, c'est que la Fondation DIARC est vraiment au cœur de l'écosystème, au plus proche des entreprises qu'elle accompagne et qu'elle soutient, les entreprises, les startups, mais aussi les chercheurs. Et on met aussi un accent sur tout ce qui est digitalisation et durabilité de l'économie valaisanne. Nous sommes aujourd'hui du coup à Energipolis. C'est un écosystème pour lequel DIARC est pleinement intégré avec la HESSO Valais et les PFL. On a également une proximité avec le service de l'économie, de l'innovation et du tourisme qui sont aussi dans ce bâtiment et qui nous permet d'avoir de belles synergies, toujours au bénéfice des entreprises et des startups, des entrepreneurs qu'on accompagne. Et Energipolis, ce n'est pas que les bâtiments de la rue de l'Industrie, c'est également des entreprises qui sont basées au Ronco, juste en face, avec un quartier en devenir. Là, il y a déjà plusieurs entreprises et startups qui sont basées. Également au Raville, donc à l'ancienne école d'ingénieurs, où on a des startups qui sont aussi en développement dans ces locaux-là. Et au final, l'Energipolis, c'est un mix entre tout ce qui est formation, PME, start-up et recherche. Et ça permet d'émuler finalement tout ce qui est l'innovation valaisanne comme ailleurs sur les autres sites de la Fondation d'IERC. Un petit zoom, vu qu'on est à Energipolis, sur le dernier classement du top 100 des startups qui a couronné De Poly, donc locataire de ce bâtiment-ci, comme startup la plus prometteuse de Suisse. Donc c'est une grande fierté pour tout le Valais finalement, et également pour Diarc qui l'accompagne depuis ses débuts. Et un petit clin d'œil aussi à What Anywhere et Urbio, qui sont deux autres startups très prometteuses, qui sont également dans ce top 100 des startups. Et comme je l'ai mis là, c'est un travail de fond qui est fait par tout un écosystème pour arriver à ce résultat très prometteur. Si vous voulez en savoir plus, on a plein d'éléments de communication au niveau de Diarc, un tout nouveau site web avec une nouvelle ligne graphique que vous pouvez consulter sans autre, avec également aussi une carte interactive des entreprises innovantes du Valais. Nous avons une page LinkedIn avec plein d'infos qui sont diffusées là-dessus. Également, toutes les semaines, possibilité de vous abonner à une newsletter qui récapitule un peu toutes les bonnes nouvelles du Valais économique et industriel d'aujourd'hui et de demain. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça. Très rapidement, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà assisté à ces conférences InnoVibe. Je rappelle vite le principe. Donc, on est là depuis 2017, de plus en plus de participants et ça sert aussi à découvrir les sites comme aujourd'hui Energipolis, les sites de la Fondation d'IARC. Et on essaye d'aller sur des thématiques qui sont très larges, mais toujours en lien plus ou moins direct avec l'innovation. Et comme toujours, c'est vous qui choisissez les thématiques, les orateurs, les oratrices. Vous pouvez mettre des petites étoiles et voter sur le site innovibes.ch ou alors proposer vos propres orateurs et vos propres thématiques. Les plus populaires sont traités durant l'année. Et on va mettre à jour mettre à zéro en fait cette base de données. Donc tout le monde aura aussi sa chance pour l'année prochaine. Avant de parler de l'année prochaine, très rapidement sur cette année, donc on est dans notre sixième conférence, vous voyez, avec des thématiques assez différenciées, euh, plus ou moins complémentaires, je pense, pour ce qui est d'un entrepreneur. On arrive gentiment à 600 inscrits et on a visité 6 lieux différents et on a 9 orateurs différents avec une majorité de femmes aussi qui a parlé lors de ces conférences. Aujourd'hui, on va encore accentuer la tendance qui nous réjouit beaucoup. Et c'est une satisfaction aussi de pouvoir donner la parole à toutes ces personnes compétentes. En parlant de personnes compétentes, donc je vais
très rapidement passer la parole maintenant à celle que vous attendez aujourd'hui. Donc Vanessa, directrice de l'agence Topla, et Valentine, influenceuse, qui vont vous parler justement de ce métier qu'est l'influence et comment surtout on peut faire un lien avec votre PME. Je vais céder d'abord la parole à Vanessa, après ce sera Valentine et on aura les questions à la fin. Et pour ceux qui sont en ligne, bien entendu, comme toujours, utilisez le chat de Zoom. Je reprendrai les questions et je les poserai à la fin en essayant d'être équitable avec les personnes qui sont présentes ici et celles qui sont en ligne. Voilà, je crois que je peux passer la parole à Vanessa et moi je vous retrouve au moment des questions tout à l'heure. Bonne conférence. Oui, voilà. Alors, merci Cédric et surtout Laetitia pour l'organisation de la conférence. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et puis bon, bah, quand Laetitia m'a dit qu'après il y avait un apéro valaisan, bah, j'ai accepté, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler sur la thématique, donc les influenceurs, les nouveaux partenaires d'affaires de votre PME. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Birmingham et je suis la fondatrice et la directrice de l'agence Topla. J'ai développé l'agence il y a 4 ans maintenant. On est basé sur Genève, mais on travaille avec différents clients sur toute la Suisse romande. Donc, on est assez large. On travaille avec une dizaine de collaborateurs dans différents services dans le marketing digital. Donc, on prépare des créations d'identité, des logos. On met aussi en route des sites internet. Et de plus, on fait la gestion des réseaux sociaux pour les sociétés. Donc, on gère vraiment tout de A à Z sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et dans ce contexte, on produit aussi du contenu vidéo et photo. Et pour apporter une touche supplémentaire, un support en plus, on a développé le marketing d'influence où on accompagne en fait différentes entreprises dans des plans de campagne d'influence à l'échelle nationale ou sur l'Europe aussi. Et puis, bah, vous pouvez sans autre aussi scanner mon petit QR code pour avoir accès à ma page LinkedIn. Donc, il faut savoir, on va commencer par des discussions par rapport au marketing d'influence. Et puis moi, je voulais savoir dans le public s'il y avait, ou si en ligne, s'il y avait des personnes qui suivent des influenceurs. Si vous pouvez lever la main. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, une quinzaine, on va dire. Donc c'est pas mal. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est un support qui est pas mal utilisé en, actuellement. Et puis ce qui est utile de savoir, c'est que c'est une version du bouche à oreille 2.0. Parce que c'est vrai que quand on communique avec sa famille ou ses amis, bah, on apprend souvent, grâce à nos échanges, des possibilités sur des nouveaux produits, des nouvelles marques ou des lieux intéressants à visiter. Et ça, c'est une autre façon de le faire du point de vue digital parce qu'on a la possibilité de le faire avec des influenceurs qui décident de partager pas mal de contenu sur l'ensemble de leurs émotions à travers différents peut-être voyages, de leurs recommandations aussi par rapport à certains restaurants ou des lieux. Et on est beaucoup plus réceptif à l'écoute par rapport à, à leur dialogue, à leurs vidéos et à leur contenu. Donc, pourquoi s'intéresser par rapport à ça, aux influenceurs, par rapport à sa PME? Bah, c'est un support supplémentaire. On a l'habitude souvent de mandater peut-être différentes organisations pour des annonces dans des journaux, des posts publicitaires ou à la radio. Et ça, c'est un moyen qui est vraiment différent et assez unique en son genre actuellement, c'est de le faire grâce à la visibilité des abonnés des influenceurs. Donc, je vous donne trois exemples de statistiques. On a plus de 65% des Suisses
des Suisses qui suivent un ou plusieurs influenceurs, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on peut voir. Et puis, on a 61% des personnes qui font confiance aux recommandations de ces influenceurs. Et puis, justement, par rapport à peut-être son compte de société ou son compte de marque sur les réseaux sociaux, bah, les personnes vont pas forcément visiter parce que bon, là, on a des chiffres de 38% pour des personnes qui font confiance au contenu de la marque. Donc, je pense que voilà, que c'est un support qui est bien, bien utile. Ça, c'est à l'échelle mondiale. On a une croissance depuis 2016 jusqu'en 2023. On a une estimation d'1,7 milliard de dollars et on est aujourd'hui, enfin pour l'année prochaine, à plus de 22,2 milliards de dollars. Donc le marché du marketing d'influence, il vraiment il s'agrandit d'année en année et c'est important de le relever. Alors, pour vous expliquer aussi les différences entre les tailles et les types d'influenceurs, on a par exemple les nano-influenceurs, donc qui sont sur différents réseaux sociaux tels qu'Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et pour la part des abonnés, en fait, pour un nano-influenceur, c'est entre 1000 abonnés et 10 000 abonnés. Pour un micro-influenceur, c'est entre 10 et 10 000. Et macro, c'est bien plus élevé, entre 100 et 500 000 abonnés. Et les mégas, on arrive sur des abonnés en millions. Ce qui est bien de savoir, c'est que en utilisant, par exemple, un méga influenceur, on a vraiment une visibilité qui est énorme, mais plutôt à l'échelle mondiale. Et avec un micro ou un nano-influenceur, c'est plutôt plus sur l'engagement, qu'on s'y retrouve. Donc, par rapport aux demandes de collaboration avec les influenceurs, on peut proposer du placement de produits, des partages de codes promo qu'elle peut mentionner via des stories directement ou via un post. On a des différents relais d'information. S'il y a, par exemple, des festivals dans la région, on peut mentionner quelques dates, quelques têtes d'affiche. Et aussi, il y a des possibilités de faire aussi des lives directement via leur plateforme sur YouTube ou sur Instagram. Donc, par rapport au domaine des influenceurs, je vous ai cité quelques-uns, mais il y a bien sûr beaucoup plus d'options. On a le lifestyle où la personne va typiquement parler de son quotidien à la maison ou ce qu'elle fait dans ses routines. On a aussi mode et beauté et dans le luxe où il y a aussi un échange sur différentes collections d'habits ou de mentions de différents cosmétiques et autres. Ensuite, on a le voyage qui est intéressant par rapport au tourisme et aux échanges, que ça peut être local ou international. Et aussi la technologie et l'innovation où on peut aussi justement échanger sur des nouveaux produits qui sont sur le marché et qui peuvent intéresser pas mal de gens sur les plateformes. Donc, par rapport à la Suisse et puis par rapport à ce que la PME peut développer, on conseille deux types d'influenceurs par rapport à l'aspect de nombre d'influenceurs. Donc, on a les micro-influenceurs. Ils ont certes une plus petite communauté, mais ils ont une relation beaucoup plus proche avec leurs abonnés et leurs followers. Et on a aussi les nano-influenceurs et donc avec eux, il y a la possibilité d'un échange assez direct euh, sur les, sur les posts, sur les commentaires, sur les stories. Et voilà, et ça touche directement un ensemble local. Ça peut être aussi cantonal ou pour la Suisse romande, on va dire, on travaillerait plutôt avec des influenceurs de parties françaises. Et le marché de la Suisse allemande se développe différemment parce que par rapport au point de vue de la langue qui change. Là, je vous ai donné un petit exemple
en termes de différence par rapport à la visibilité, l'engagement, la conversion et le coût. Donc, on peut voir que voilà, par rapport aux méga et macro, la visibilité, elle est énorme. Et par rapport aux micro et aux nano, c'est l'engagement qui est bien prononcé. Et aussi en termes de tarifs pour une collaboration aussi, bah forcément, on n'est pas sur les mêmes prix. Après, il faut savoir que pour la Suisse, et spécifiquement la Suisse romande, on a tendance à avoir beaucoup plus de profils de nano-influenceurs que de macro-influenceurs. Et de toute façon, les macro-influenceurs ont plus de visibilité à l'échelle mondiale. Donc, il est toujours intéressant de voir plutôt avec des nano-influenceurs, influenceuses sur la région qu'on souhaite cibler. Donc voilà, en quelques termes, bah, l'importance de collaborer avec ce système, c'est qu'on a une visibilité qui est possible de votre marque, de votre société. Ça peut être, par exemple, un restaurant qui souhaite demander à certaines personnes créatrices de contenu de, de visiter le lieu, de manger un repas et puis de prendre du contenu. Donc, par rapport à sa communauté, ça peut être un plus. Et puis, dans le sens aussi où ça génère aussi pour vous du trafic et de la visite et de la visibilité. Et, euh, et voilà. Donc, il y a pas mal de solutions qui sont adaptées par rapport aux demandes de collaboration qui peut être utile pour sa PME. Les réseaux sociaux qui sont principalement choisis, bah, c'est forcément Instagram et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ce qui est assez recommandé, c'est que voilà, si vous avez une société, c'est d'être vraiment présente sur ce média-là. On a ensuite YouTube qui fonctionne assez bien et ensuite Facebook. C'est vrai que pour ma part, par rapport aux demandes que j'ai, pour l'instant, je n'ai effectué que des campagnes via Instagram. Donc, c'est important vraiment que si votre société elle n'est pas en ligne ou elle n'utilise pas encore ce réseau social, c'est vraiment important de le faire. Donc, le budget des marques en marketing d'influence à l'échelle mondiale, toujours, elle est assez énorme. Il y a pas moins de 36% dans la totalité. Sur les 36%, il y a 30% pour lequel le budget marketing, pardon, de l'influence est positionné. C'est vrai que pour des PME qui souhaitent s'engager dans une campagne à l'année, on a différents budgets qui peuvent parfaitement convenir. Je dirais pour les petites PME, il faudrait compter entre 1 500 et 15 000 francs. Et pour les entreprises qui sont un peu plus grandes, qui ont un budget un peu plus vaste, les budgets peuvent varier entre 15 000 et 50 000 par année. Après, c'est vrai que pour des budgets plus petits, euh, on peut aller sur une collaboration, je dirais, de 5 à 10 influenceurs, influenceuses. Donc, on a aussi des informations, je vous donne beaucoup de statistiques, je sais, mais c'est toujours intéressant d'avoir vraiment un aperçu sur l'échelle mondiale, puis voir comment ça progresse. Et puis, on a justement 12% des marques qui ont collaboré avec plus de 1000 influenceurs, qui est vraiment énorme. Et par rapport à la Suisse, j'ai pas vraiment de statistiques, j'ai cherché, mais voilà, ça reste encore sage, on va dire, mais ça se développe gentiment. Alors, pour sélectionner l'influenceur, ce qui est important, c'est de vraiment vérifier, c'est le profil de son audience. Si on souhaite communiquer, je sais pas, sur un nouveau hôtel ou sur un nouveau centre, un cabinet ou un centre esthétique, bah, il faudra voir aussi avec l'audience de l'influenceur si cela correspond. L'engagement aussi, s'il y a un taux d'engagement assez élevé, en général, ce qui est positif, c'est du 4 à 5%. Donc,
Ça tient dans l'importance. Et puis aussi la créativité, de voir aussi que l'influenceur, elle valorise ses vidéos et ses photos, qu'il y a une certaine élégance et qu'elle est active régulièrement sur ces plateformes. Donc, si on souhaite se lancer dans une campagne d'influence, même si on est une petite entreprise, c'est tout à fait possible. Il faut définir, bien sûr, les objectifs au début, ce que vous voulez faire, si vous voulez acquérir plus de visites sur votre site web, si vous voulez vendre plus de produits, si vous voulez faire visiter votre lieu en tant que euh, je sais pas, des fois on peut prévoir des fois des événements et puis on peut inviter plusieurs influenceurs et puis montrer en fait via leur audience comment est la nouvelle, le nouveau restaurant, le nouveau hôtel et il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Euh, Ensuite, c'est de voir aussi, d'identifier les bons influenceurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de voir aussi par rapport à votre persona, quels sont les points importants. C'est de concevoir aussi un brief, vraiment de mettre au clair dans un document ce que la personne a le droit ou pas de mentionner par rapport à votre marque ou votre société, ou sinon par rapport à vos services, de bien cadrer tout ça et puis d'utilisation de différents hashtags qui peut relier à votre compte de l'entreprise parce que souvent c'est vrai que quand on collabore avec un influenceur qui a forcément plus d'abonnés par rapport à votre compte, bah, ça va justement vous amener plus de followers et entre guillemets des leads et des prospects. Et ensuite, il faudra suivre toute la campagne sur la durée, de vérifier avec chacun et chacune que que le contenu est disponible sur leurs réseaux sociaux, de voir aussi par rapport à tous les résultats entre les influenceurs, résultats des statistiques. Parce que si forcément la campagne d'influence, elle a bien fonctionné, de voir ce qui a pu appuyer les ventes ou la visibilité. C'est toujours bien de noter vraiment précisément ce qui a fonctionné du début jusqu'à la fin, parce que si vous voulez répéter une campagne dans l'avenir, bah, vous pouvez ajuster la campagne par rapport à tel et tel influenceur qui avait fourni pas mal d'actions sur le site ou de trafic. Donc, je vais vous parler de différents exemples de lancement de campagne avec Flyability, pardon. C'est une entreprise suisse qui est spécialisée dans la conception de drones. Et eux, ils ont mené une campagne avec différents influenceurs spécifiquement dans l'innovation et la technologie, donc à travers les médias sociaux comme YouTube et LinkedIn. Et il faut savoir que ce genre de campagne, bah, elle a permis à Flammability de renforcer sa visibilité auprès des industries qui peuvent être intéressées par leurs drones. Donc, en moyenne, les entreprises du secteur de la technologie, elles voient une augmentation de 10 à 20% des demandes de renseignements qualifiés auprès d'une campagne d'influence. Là, c'est une autre société qui est aussi basée en Suisse, plutôt dans le secteur de la nutrition et l'innovation. C'est une PME qui produit des compléments alimentaires à base de microalgues. Et on a quelques exemples de leurs produits sur certaines stories. Et elles, en fait, elles ont collaboré avec des influenceurs santé et bien-être sur Instagram. On peut voir ici deux stories et avec la mention du compte de la marque hein, Instagram et des hashtags. Et ce genre de campagne, ben, en 2022, elles ont permis d'augmenter les ventes en ligne de 20%. Donc, ces campagnes d'influence dans le domaine de l'alimentation, elles s'appuient sur des collaborations avec des influenceurs lifestyle et culinaires.
dans le sens où elles peuvent partager sur leur réseau des recettes ou des dégustations. Des dégustations, c'est un peu difficile, mais bon, elles peuvent aussi inviter sans autre leur communauté dans un lieu et ensuite faire découvrir les produits. Et ce genre de campagne, bah, typiquement, typiquement, elles boostent forcément les ventes en ligne et on a quelques indications que cela a permis de booster entre 15 à 30% par rapport aux liens que les influenceurs ont pu proposer sur leur compte via des codes promo. Donc là, on arrive sur un autre secteur, plutôt le secteur du tourisme. Et on a ici un exemple avec la myswitzerland.com. Eux, ils utilisent une méga star d'influence, c'est Roger Federer, qu'on voit souvent passer via YouTube et différentes plateformes. Ce sont des contenus assez marrants et on voit Federer aussi échanger avec d'autres personnalités du cinéma. Et ce qui renforce aussi la force en fait par rapport à leur compagne. Euh, donc voilà, je vous ai mis quelques images ici. C'est assez typique par rapport à la Suisse, la pendule, les randonnées en montagne et tout ça. Donc d'où l'importance pour votre société de marque vraiment aussi d'avoir du bon contenu. Donc là, voilà, c'est un exemple de campagne qui a été donnée euh, pour le tourisme spécifiquement. Et forcément, eux, ils visent plutôt des influenceurs à l'échelle mondiale pour vraiment faire connaître à travers leurs abonnés la valeur et la beauté de la Suisse. Et ce genre de campagne, bien plus coûteuse parce qu'ils contactent vraiment des macros-influenceurs en général, euh, bah, ça apporte bien sûr une visibilité énorme pour la Suisse dans le tourisme. Et il y a eu une augmentation de 10 à 20% de recherche en ligne concernant des voyages en Suisse pour des hôtels, des loisirs et des activités à faire. Donc, c'est un levier qui est très utilisé par différentes sociétés actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une ouverture d'esprit par rapport aux possibilités du marketing d'influence qui est possible de faire. Je vous laisse aussi mon contact et puis si vous avez des questions, avec plaisir à la suite de la présentation de Valentine. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. On peut l'applaudir. Voilà, parfait. Effectivement, nous avons eu ici une présentation assez théorique et on voulait, pratique, mais quand même très théorique, on voulait maintenant voir le quotidien en fait d'une influenceuse et on a demandé à Valentine Fournier de venir faire un témoignage sur ce qu'elle vit finalement au quotidien dans son métier d'influenceuse. Donc Valentine, je te passe la parole. Bonjour. C'est bon? Ouais. Elle n'a pas pris. C'est bon. Voilà, c'est bon. Mais non, elle me suit pas. Voilà, voilà, Bien, bien. c'est bon. Euh, Bonjour à tous, je suis Valentine, créatrice de contenu et influenceuse, mais aussi graphiste et web designer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours avec ce métier, ce nouveau métier. Euh, voilà, quelques ficelles du métier et je pense que vous savez pas trop ce qu'une influenceuse fait durant sa journée ou
comment elle travaille. Donc, on va commencer. Je suis une influenceuse, mais je n'aime pas du tout être sous les feux des projecteurs. Je préfère être derrière la caméra que devant. Du coup, j'ai préparé une petite vidéo de présentation qu'on peut lancer. Et si on faisait des présentations? Moi, c'est Valentine. J'habite en Valais, je suis une maman de trois enfants, fondatrice d'un studio graphique et aussi créatrice de contenu. Tu l'auras compris, je n'aime pas m'ennuyer. Une vraie multicasquette et j'assume à 100%. Ici, je partage ce que j'aime le plus, des recettes faciles et rapides pour te simplifier la vie, des sorties kids-friendly et des do-it-yourself simples à réaliser, parfait quand tu n'as que 2 minutes entre deux rushs. J'ai encore 1000 projets en tête. Bref, je suis une multipassionnée, super à l'aise derrière la caméra, mais beaucoup moins devant. Alors, si ça t'inspire, rejoins-moi dans l'aventure. Abonne-toi pour ne rien louper. Voilà, c'est fini. Au revoir. Non, je rigole. Donc, pour la petite anecdote, la vidéo où je saute, c'est la vidéo où j'ai eu le plus de vues. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Hein, comme quoi, merci. Donc voilà ma petite présentation. On peut passer sur le vif du sujet. On va commencer par l'histoire, comment je suis tombée là-dedans, entre guillemets. C'est en 2015 qu'on a créé, on était deux copines, on a créé un blog, L'heure de la sieste, qui a été créé durant l'heure de la sieste de nos petits-enfants. Donc on crée du contenu sur le blog. Ensuite, on a commencé à avoir des idées de création de produits. On a créé une boutique en ligne de boîtes de cadeaux de naissance qui s'appelait la boîte à cadeaux. Et ensuite, la création de notre compte Instagram, l'heure de la sieste, où on partageait notre quotidien de maman, nos articles de blog, mais aussi on faisait la promo de ce qu'on vendait en fait sur la boutique. On a arrêté ensuite la boutique et on s'est lancé vraiment uniquement sur le blog et sur le compte Instagram de l'heure de la sieste, où on a continué vraiment à partager du contenu spontané. On a eu quelques demandes, on a commencé à avoir quelques demandes de collaboration de marques, d'entreprises suisses. Ensuite, j'ai repris entièrement euh, le côté l'heure de la sieste. Le compte Instagram de l'heure de la sieste et avec le blog. Donc, j'ai pu l'orienter en fait sur ce que je préférais faire, ce que vous avez entendu sur la vidéo. Suite à ça, j'ai eu beaucoup plus de demandes de collaboration, que ce soit déjà de marques, d'entreprises, mais aussi des agences qui se sont approchées pour créer du contenu sur certains produits. Euh, Ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir, j'ai fait ça pendant mon... J'étais salariée, en fait. Je travaillais, j'ai arrêté de travailler et j'ai lancé mon studio graphique. Donc, ça fait 3 ans, je crois, que j'ai lancé mon studio graphique. Et en parallèle, en fait, j'ai toujours ma casquette d'influenceuse, créatrice de contenu. Donc, je jongle avec mon studio et ma casquette d'influenceuse. Pour mon studio graphique, en fait, j'accompagne les entrepreneurs dans leur com visuel et digital, donc que ce soit l'identité visuelle, site web, communication Instagram aussi, support imprimé et digitaux. C'est un panel à 360 degrés. Comment je travaille? Je vais en fait mettre en scène les produits dans des situations du quotidien de monsieur et madame tout le monde, pour que les personnes puissent s'identifier à ce produit. Ensuite, je partage mes expériences, mes sorties, les coulisses aussi, quand ça va pas avec, par exemple, un produit que j'utilise, pas forcément un produit reçu, mais voilà, des trucs comme ça, un peu spontanés, justement pour créer ce lien de confiance avec ma communauté. Et aussi, donc, chaque collaboration que je partage, en fait, je suis transparente sur cette collaboration, que ce soit une collaboration rémunérée, donc je le dis ouvertement, ou quand je reçois un produit, je vais jamais présenter un produit en cachant que je l'ai reçu et que je fais de la pub dessus, en fait. Tout ça pour garder cet esprit de transparence avec ma communauté et ce lien, en fait, ce qui renforce ce lien de confiance.
Au niveau des types de collabs que je fais, donc il y a plusieurs actions, comme elle a dit Vanessa avant. Il y a les actions un peu plus rapides avec un concours, un code promo à partager euh, ou même un unboxing en story. Voilà, quand je reçois un produit, je fais une story avec, en ouvrant le colis, tout simplement. Il y a aussi des collaborations un peu plus engagées qui vont être sur du long terme ou par période, par exemple, avec un réel, je ne sais pas, une période plutôt Noël ou pour les vacances, voilà. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple de faire de la co-création de produits. Par exemple, un live avec la marque. Il y a aussi la participation à des événements. Voilà. Il y a un peu tout ça qui rentre en compte. Et puis, en fait, euh, quand l'entreprise vient vers moi, si elle ne sait pas comment elle veut faire ou elle hésite, ben en fait, je vais la guider sur, ça dépend selon le produit qu'elle veut mettre en avant, je vais la guider en fait sur le moyen de le mettre en avant et quelle action utiliser. Je ne choisis pas mes collaborations au hasard. Je ne dis pas oui à tout. Il y a quand même des critères. Donc, déjà, au niveau des valeurs, il faut que ce soit aligné avec mes valeurs. Il faut que la marque me plaise, que ça me parle, que je pense que le produit que je vais partager va être utile à ma communauté, qu'il va être utile aussi à moi, bien sûr, vu que je vais le partager. Et aussi, c'est l'agenda aussi qui fait foi des fois. Ben, par exemple, tout le monde veut mettre en avant des produits pour Noël et bien sûr, ils vont arriver le 10 décembre pour faire du contenu. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que ben, on est influenceuse, mais il y a quand même une agenda derrière qui doit être respecté pour produire du contenu de qualité. Au niveau du processus de collab, donc ça c'est à peu près une collab avec une marque. Euh, donc il y a déjà la demande qui vient en mail de la marque, de l'entreprise ou parfois de l'agence aussi, ou mail ou message privé sur Instagram. Après, il y a une proposition d'offre adaptée aux objectifs. Il y a tout ce qui est définition des délais, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est plutôt que des stories, est-ce qu'il y a un code promo, un concours, etc. Après, il y a de mon côté tout ce qui est recherche d'idées. En général, je soumets une idée à la marque ou à l'agence. Souvent, les agences, elles aiment bien savoir un peu l'idée qu'il y a derrière, comment je vais mettre en avant ce produit pour pouvoir faire la validation avec la marque. Il y a ensuite toute la création de contenu, que ce soit de la vidéo ou de la photo, contenu visuel et textuel, que je vais aussi ben, envoyer à l'agence, par exemple, pour faire une validation avec la marque. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui est publication sur Instagram le jour J, avec bon, les partages en story, l'interaction, la réponse aux commentaires, voilà, tout ça. Et il y a le partage des statistiques. C'est souvent les agences qui demandent des statistiques de la campagne pour voir un peu comment ça a marché. Il y a le collab, mais il y a la collab, mais il y a aussi le reste. C'est-à-dire que je ne fais pas que des collabs sur Instagram. Il y a aussi tout le contenu que je crée spontanément pour justement alimenter mon compte, pour créer cette confiance avec l'audience et pour ne pas être un panneau d'affichage avec plein de pubs. Donc là, il y a aussi ben, tout un processus qui est de la recherche d'idées, de la prise de vue spontanée, quand on va skier par exemple, quand on va découvrir un musée, euh, quand je fais une recette, que j'évalue que cette recette peut être utile à ma communauté, ben, je vais la partager aussi, je vais la filmer et la partager. Donc il y a toute cette prise de vue. Le montage aussi qui est derrière, qui se fait souvent ben, le soir du coup. Et la publication de contenu spontané aussi en story. Par exemple, ben, suite à cette conférence, je vais aussi partager après que j'étais ici et tout ça. Enfin, euh, en fait, juste pour entretenir ce lien avec ma communauté. Puis, bien sûr, il y a tout ce qui est interaction avec les personnes. Donc, je réponds à mes messages privés, je réponds aux commentaires de mes posts.
Je vais aller aussi vers d'autres comptes, dialoguer avec d'autres influenceuses, des marques ou des personnes que je connais. Voilà, juste ben, pour être visible quand même, pour faire vivre mon compte. Et ça recommence. Voilà. Par rapport à tout ça, il y a quand même quelques défis que j'aimerais partager. Donc, le premier, ben, il y a, comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire. Donc, il faut un certain équilibre entre des collaborations où je mets en avant des produits et du contenu spontané où je peux mettre en avant des produits ben, que j'ai achetés ou des lieux que j'ai visités. Il y a aussi cette créativité qu'il faut avoir constamment, l'adaptation à des nouveaux trends, à l'algorithme Instagram aussi, puis aussi la motivation parce que je vous avoue que je n'ai pas toujours envie de partager sur les réseaux. Donc, ben, il y a des jours où je fais rien, puis il y a des jours où je suis un peu plus productive. Voilà, c'est comme ça. Il y a l'équilibre entre la vie professionnelle, donc mon travail, que ce soit pour le studio graphique ou pour mon travail d'influenceuse et la vie personnelle. Donc là aussi, la ligne est très fine, donc il faut savoir ce qu'on veut partager ou pas. Euh, il y a tout ce qui est gestion de l'agenda, d'une multicasquette, donc agenda studio graphique, agenda création de contenu. Il y a aussi la gestion des collaborations, donc les idées qui doivent être quand même tout le temps différentes les unes des autres, la gestion des délais, la gestion des rémunérations qu'il y a derrière, la gestion de la météo, si je dois créer du contenu et qui fait ce temps, voilà, hein, no comment. Donc voilà. Et puis pour finir, ben, il y a cette présence constante sur les réseaux pour être visible et pour créer toujours ce lien avec l'audience. Voilà, j'ai fini. Donc pour finir, j'aimerais quand même dire deux mots sur le marketing d'influence. Je pense, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la confiance entre ben, l'entreprise, la marque, l'agence, l'influenceur et l'audience. Donc, c'est un peu, l'influenceur, c'est un peu comme un lien entre cette entreprise, le produit, et l'acheteur, l'audience. Donc, il faut vraiment que ce lien de confiance ben, soit bien pour que ça matche. Actuellement, ben, on va faire plus confiance à quelqu'un qui va nous parler d'un produit qu'à un panneau d'affichage en pleine rue, sans âme, sans avis positif, enfin, négatif et tout ça. Donc, c'est ça qu'offre en fait maintenant le marketing d'influence et je pense que c'est assez important d'en prendre conscience. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Seulement là. Bouge pas, bouge pas. Ouais. Merci Valentine. Vanessa, je vous laisse venir avec nous sur scène. Honneur à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Vanessa ou pour Valentine dans la salle? Tout au fond. Alors, il me faut un petit moment. Bonjour, Tulpan Zaniger. Merci pour ces belles présentations. Pour moi, un des problèmes du marketing d'influence, c'est l'analyse des données et le calcul du retour sur investissement. J'ai l'impression que c'est facile de brûler beaucoup d'argent pour des beaux contenus, mais sans forcément pouvoir dire combien on a de retours. Comment, Vanessa, est-ce que vous convainquez vos clients qu'une campagne était pleine de succès et qu'il faut continuer? Merci. Votre prénom? Tulipan. Merci, Tulipan. Euh, je peux- les deux? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut faire attention. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'un influenceur suisse a une audience 100% suisse, ce qui n'est pas forcément le cas. Il peut avoir forcément, comme il n'y a pas de frontières fermées, une majorité d'abonnés français, belges ou peut-être du Canada. Donc ça, il faut vraiment prendre en considération. C'est vrai que si on prend un macro-influenceur d'1 million, c'est impossible qu'il y ait 1 million d'abonnés suisses. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut aussi regarder en amont. Et ensuite, il faut aussi demander à l'influenceur ses statistiques à elle ou à lui, où on peut analyser justement quel est le taux d'engagement, de conversion. Et il y a pas mal d'informations qui sont données via des média kits. C'est comme un CV en fait de l'influenceur. Et il faut vraiment vérifier ça avant pour lancer une campagne. Merci.
Une petite question en ligne, peut-être pour les deux, vous en doutez, vous n'en avez pas vraiment parlé, mais la question devait arriver. Du coup, quel est le budget minimal pour avoir des résultats pour une entreprise? Est-ce que vous avez une idée? Et Valentine, et je sais pas qui veut parler en premier. Comme ça, on regarde si vous dites la même chose. C'est vrai que bon, moi, je fonctionne par rapport à l'agence, on fait du sur-mesure et puis cas par cas, parce que c'est vrai qu'on peut faire quelque chose pour une marque et on peut essayer de faire à peu près la même chose, ça va pas fonctionner différent. Enfin, ça va pas forcément fonctionner de la même manière. Ça peut dépendre de plein de facteurs, comme de la création du contenu. Est-ce que la publication s'est faite dans un moment où par exemple, si la personne, elle publie quelque chose un lundi soir, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de personnes qui sont intéressées à suivre les réseaux sociaux à tel jour et telle date. C'est vraiment difficile à dire. Donc voilà. Donc ça peut fonctionner pour une entreprise et puis pas forcément pour l'autre. En termes de budget, c'est aussi difficile à dire. Mais de toute façon, il faut tester. C'est pour ça que je recommande vraiment de prendre sur une campagne une dizaine d'influenceurs et puis de tester avec chacun ou chacune et puis d'analyser les retours. Et si c'est favorable avec une personnalité, entre guillemets, de continuer en fait la collaboration si ça a été positif. On va voir si Valentine a une réponse maintenant. Oui, moi je pense qu'il faut choisir le ou les bons influenceurs. Déjà, qu'ils soient sérieux, s'ils ont un média kit, comme tu avais dit. Et puis, en ce qui me concerne, je publie toujours du contenu pour une marque qui paye ou qui paye pas, en fait. Enfin, voilà. Pour que ce soit visible, il faut que ça corresponde à certaines, comment on dit? Euh, voilà, moi je sais que ma communauté, elle est présente sur Instagram plutôt le soir, entre 19h et 21h. Donc je vais publier dans ces zones-là. Il y a des jours, vu qu'on peut voir, enfin, on peut voir un peu par jour et par heure, il y a des jours où c'est plus vers midi. Donc je sais que si je publie le mercredi, ben, j'ai la possibilité de publier plus soit entre 11h et 13h ou le soir. Donc, je vais choisir en fait ce qui me convient le mieux, bien évidemment. Et puis après, j'analyse tout ça au niveau des statistiques déjà, au niveau du retour. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau des tarifs, on en discute après si vous voulez. Mais ça dépend tout de ça. Et puis, comme tu avais dit, en fait, c'est vraiment aléatoire Instagram au niveau déjà de l'algorithme, il change tout le temps. Donc ouais, je pense qu'il faut tester. C'est l'unique moyen de savoir. OK, c'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question dans la salle? Oui, je viens vers vous, madame. J'aurais deux questions pour vous. La première, ce serait en termes de gestion du risque, du dégât d'image. Comment est-ce que vous gérez ça s'il y a un problème avec un influenceur ou une influenceuse? Et également, quelle garantie on pourrait demander si ça devait arriver? Donc, par rapport à la première question, il faut bien sûr préparer son brief par rapport à votre marque ou votre société de service. C'est vraiment de mentionner dans ce brief tous les éléments qui sont possibles. Il y a même des fois des textes, enfin ça dépend des influenceurs, il y en a qui aiment bien aussi parler à leur communauté, donc elles peuvent aussi se relire sur les textes qui sont déjà pré-informés en amont du brief et voilà ce qu'elles ont le droit, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Ce qui est recommandé aussi, c'est avant publication, c'est de vérifier le contenu. Donc sans autre, vous pouvez demander à la personne de voir ce qu'elle a fait en termes de story, de texte ou d'image ou de vidéo pour ainsi vous donner la possibilité d'ajuster s'il y a des changements à faire. Donc voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié, pardon. La garantie d'audience ou un dégât d'image? Ouais.
Outre la Après, garantie, je rebondis ouais. juste, il y avait une question aussi sur le chat. Est-ce que finalement, il y a de la réglementation aussi par rapport à ça? Ouais. La question est peut-être Il un n'y a peu en pas lien. tellement de réglementation actuellement en Suisse, c'est encore un peu western. Il y a plus de réglementation chez nos voisins, les Français. Après, c'est vrai qu'il est toujours bien mentionné, moi je le dis, de peut-être mentionner par un hashtag, peut-être une information comme quoi ça a été rémunéré ou genre de détails. Donc voilà. Mais après, pour les dégâts dans le sens du contenu, ce qui est vraiment, vraiment recommandé, c'est de vérifier avec l'influenceur, de voir son contenu. Après, à vous aussi, vous pouvez sans autre aussi élaborer un contrat où vous mettez certaines indications par la suite qu'elles ne peuvent pas republier ce contenu dans un an ou dans 2 ans. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Je prends une question en ligne encore, peut-être pour Valentine. Est-ce que c'est l'entreprise qui prospecte pour recruter des influenceurs ou est-ce que ça arrive aussi que ce soit l'influenceur qui postule directement auprès des marques pour être engagé par peut-être une agence ou une entreprise? Est-ce que ça t'est eu arrivé de toi être proactive envers une marque ou c'est vraiment que j'attends et puis je regarde ce qui se passe? En général, c'est l'entreprise qui va s'intéresser à l'influenceur et au contenu. Après, l'influenceur ou l'influenceuse, ce qu'elle peut faire pour être visible, c'est s'abonner à la marque et puis, par exemple, laisser des commentaires ou liker les posts pour faire «Ouh, je suis là». Et puis, en ayant un nom qui interpelle et pas juste Joséphine. Joséphine la blonde, je sais pas. Ben voilà, avec un nom qui interpelle, ça va, euh, ça va forcément interpeller la marque et se dire, ah, il y a quelqu'un qui fait que me commenter et tout ça. Après, moi, je le fais pas forcément. Je pense que j'ai dû le faire au début. Maintenant, ben, si je m'abonne à une marque, c'est que ben, ça me plaît parce que je partage du contenu spontané. Contenu spontané, ça veut dire que j'achète les produits, tout n'est pas gratuit hein, dans une vie d'influenceuse quand même. Euh, et puis que je le partage spontanément, quoi. Mais voilà, je crois que j'ai répondu. Finalement, où on les trouve, tous ces influenceurs? Il y a une base de données, il y a un endroit qui les recense. Comment ça se passe? Je pense que les agences ont des influenceurs sous contrat, mais si on démarre, et où c'est qu'on les trouve? Ben, on les trouve aussi par le bouche à oreille, typiquement. Dans notre agence, nous, on propose aussi sur notre site web de permettre aux influenceurs de déposer leur média kit et on a une base comme ça. Après, c'est vrai que moi, j'utilise un logiciel qui me permet de traquer les influenceurs sur la Suisse ou la France ou ailleurs en Europe et je peux voir directement aussi leurs statistiques, de voir aussi s'il n'y a pas eu d'achat d'abonnés, si la personne elle est vraiment authentique par rapport à sa communauté. Et c'est un outil que j'utilise énormément. C'est des outils qui sont plus, on va dire, formatés pour les agences. Après, en tant que petite de PME, ou si on veut faire une petite campagne comme ça, on peut regarder aussi via Instagram directement. Souvent, elle poste via le hashtag Suisse romande ou le hashtag Suisse influence ou le hashtag blogueur. Et ça, on peut faire des recherches et les contacter directement. Une question un peu dans la même veine. S'il faudrait qu'un seul nom, a priori, là, c'est un ou une patronne de PME valaisanne. Elle se dit, elle a un projet, un produit relativement technologique. Est-ce qu'il y aurait un influenceur ou une influenceuse que vous pourriez recommander comme ça, là, en live? Je préfère pas mentionner qui que ce soit, mais la personne peut sans doute me contacter par email et puis je pourrais lui donner l'information. Voilà. Je D'accord, veux- très bien, Voilà. pas de souci. Merci. Euh, Est-ce que Valentine, tu réponds au direct message? A priori, il y a quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour contacter un influenceur, surtout si elle ne répond pas en direct message. Ce qui est important, c'est voilà, quand on contacte un influenceur, il y a une personne derrière. Donc, il faut vraiment faire attention à ce
comment vous lui parlez, comment vous faites la demande. C'est des gens, bien souvent, par rapport aux nano-influenceurs qui travaillent à 100% à côté. Ils sont pas tout le temps accrochés à leur téléphone. Donc, il faut s'attendre toujours à des réponses entre les midis et les après-midi ou le soir. Donc, voilà. Et puis, moi, je recommande vraiment pas de faire des demandes le week-end. Vraiment de régler un peu, de se positionner sur des heures de bureau avant, après ou le midi. Et voilà, de ne pas oublier que derrière, il y a des personnes qui ont aussi une vie privée et professionnelle. Quel délai de réponse, du coup, chez l'heure de la sieste? Chez l'heure de la sieste, c'est immédiat, non? Ça dépend des jours, mais je pense, comme tu as dit, c'est vraiment important d'être bienveillant et gentil et de ne pas dire salut, j'ai un produit, je te l'envoie et puis tu me fais des stories et puis un post et puis un réel. Parce que, en fait, ben non. Voilà, quoi. Enfin, faut être sympa. C'est pas, on n'est pas des machines, en fait. On est des personnes normales. Et voilà. Donc, un petit message. Puis, si la personne ne répond pas, ça veut dire que vous êtes dans les spams d'Instagram. Donc, il faudrait peut-être un petit peu plus de jours pour que la personne s'en aperçoive, l'influenceur s'en aperçoive. Donc, voilà. Très bien. Y aurait-il encore une question dans la salle? Oui, maintenant. Alors, une question pour vous deux. Vous avez beaucoup parlé des réseaux sociaux. Quelle est votre position concernant les blogs en matière de marketing d'influence? Hmm. Je réponds. Je pense que les blogs, c'est important pour le référencement sur Google déjà et pour faire du contenu qui reste, qui n'est pas éphémère et où on peut partager vraiment beaucoup plus de photos, beaucoup plus de textes aussi. On peut vraiment aller plus dans les détails. Je sais pas, par exemple, pour la découverte d'un lieu en Valais, en raquette, on peut simplement aller plus dans les détails, proposer des listes de 5 lieux. Je suis ton blog, donc voilà. Mais de 5 lieux à faire en raquette, en Valais et tout ça. Donc, c'est vraiment un contenu qui reste et puis qui est toujours à portée de main sur Google, quoi. Après, je vais aussi ajouter que ça dépend du profil, mais bien souvent, elles ont aussi une page Facebook ou un blog ou un site où justement elles peuvent créer aussi des articles. Donc, souvent, elles mettent ça en avant sur des packs, des offres où elles peuvent publier sur Instagram, Facebook et puis via leur blog. Et puis ça peut être intéressant en termes de visibilité. Merci beaucoup. Une question encore? Oui. Oui, bonjour Gaëtan Detta. J'ai une petite question d'un point de vue événementiel. On sait qu'il y a pas mal de choses qui se font dans l'influence en Suisse allemande. Est-ce que vous savez si en Suisse romande, il y a le moyen, en tout cas pour des PME ou bien des influenceurs justement, de se rencontrer, d'avoir un event commun et pouvoir échanger de manière peut-être plus informelle que simplement un contact directement sur Instagram ou par mail, etc. Bah, en Suisse romande, il y a pas mal de sociétés qui le font. Je pense pas mal à des marques de cosmétiques où elles créent des événements. Ça peut être des événements assez spéciaux dans un chalet ou une sortie et ils invitent une quinzaine, vingtaine d'influenceurs. Mais bon, ça doit rester Instagrammable. En général, il y a des buffets fleuris, il y a vraiment beaucoup de décorations parce que l'influenceur, elle va rester 2, 3 heures. Elles doivent aussi partager du contenu parce que c'est entre guillemets, elles vont peut-être projeter des stories et puis là, elles ont besoin de contenu de la marque. Donc, pas juste un événement assez basique, mais en général, ces événements qui se font par ces marques, elles sont assez, on va dire, visuellement assez chic. Ouais. Après, voilà, ça dépend aussi du type. On peut prévoir différents événements aussi sportifs à l'extérieur. Et ça, il y a des possibilités. Ça se fait aussi assez souvent. Tu veux compléter? Oui, il y a un rassemblement d'influenceurs qui va se passer en janvier, je crois, en Valais. Donc, d'ailleurs, votre voisine peut vous en dire plus. C'est, voilà.
Donc, il y a des rassemblements d'influenceurs où certains influenceurs seront présents et à des marques et vous pouvez présenter votre marque aussi comme ça. Et puis, choisir ou non parmi ces influenceurs pour une collaboration par la suite. Voilà, comme ça, j'ai créé le lien. Y a-t-il une dernière question? Oui, ici. Merci déjà pour vos interventions. Et je me demandais, on a beaucoup parlé du coup d'authenticité aussi, de toutes ces valeurs du coup qui sont au centre. Et je me demandais quelle est la part du coup où l'influenceur a le droit de, par exemple, si on lui propose un contenu sponsorisé et que finalement le produit ne correspond pas à ce qu'on lui a vendu ou qu'il est pas qualitatif, par exemple, à quel point du coup l'influenceur a le droit de se positionner sur la qualité du produit qu'il a entre les mains s'il est payé pour en faire la promotion en fait. Je peux répondre. Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça ne m'est jamais arrivé, mais en général, avant d'en parler, je teste et puis si ça me convient pas, si je sais pas, je trouve que c'est pas utile pour moi, pour ma communauté, la collaboration s'arrête là et c'est tout. Il y a rien qui est payé de la part de la marque ou de l'entreprise. Euh, En général, je fais mon avis sur Instagram va être toujours positif sur un produit qui est positif pour moi, mais je vais jamais descendre une marque ou une entreprise comme ça. Enfin, ça se fait pas. Je vais préférer dire, ben voilà, ça me convient pas, je préfère pas continuer la collaboration, puis ça s'arrête là. Voilà. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais. Point de vue agence, nous, on fait aussi attention à quelle marque nous contacte. Il y a des marques, typiquement, aussi, leur page Internet ou le produit donne, enfin, entre guillemets, pas envie. On sait que ça va pas forcément générer de la motivation chez certains profils. Donc, c'est aussi important, voilà, si on veut se lancer sur une campagne d'influence, d'être sûr aussi que vos réseaux sociaux et puis votre site Internet s'affichent comme à l'identique de ce que vous voulez vendre. Après, il y a des choses qui peuvent très bien fonctionner et d'autres pas du tout. Donc, voilà, je recommande vraiment de le faire correctement de ce point de vue-là. Merci beaucoup. On arrive au bout du temps. Merci pour vos questions. Merci également à toutes les personnes qui sont en ligne. Je prends officiellement congé d'elles et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles et passionnantes, comme toujours, InnoVibes. Merci de votre fidélité et à bientôt.